Audit, diagnostic, interdiction de location, l'étau se resserre sur les bailleurs privés. La loi climat et résilience leur met la pression pour accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier français. Rénover, vendre, quels travaux et surtout comment se financer, c'est le sujet de ce point IMO, c'est parti. Et pour en parler, j'accueille en plateau Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier. Bonjour Franck. Bonjour Gaëtan. Et en visio, Romain Villain, directeur général de Hero, spécialiste de l'accompagnement des travaux de rénovation énergétique. Bonjour Romain Villain. Bonjour Gaëtan. Bonjour Franck. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je regarde beaucoup Walking Dead en ce moment, Franck Vigneault. Alors je sais, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais je vous assure que si. En fait, ça m'a inspiré à ma première question. Je vous rappelle, donc une question, un choix à faire parmi 3 choix de réponse sans possibilité d'expliciter. Alors du coup, en fait, je me suis dit, quel personnage de Walking Dead il vaut mieux être pour se lancer dans les travaux de rénovation énergétique? Alors vous avez le choix entre le shérif Rick, la force brute, le mal alpha capable de retaper sa maison tout seul sans rien demander à personne, et on en connaît tous un. Eugène, le scientifique un poil malaisant qui ne se fait aucune illusion sur ses capacités mais qui sait bien s'entourer. Le roi Ézéchiel, parce que oui, il y a un roi dans cette série, un optimisme sans faille parce qu'il en faut une sacrée bonne dose pour se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Alors, sans hésiter, Eugène, parce qu'il a l'intelligence de savoir s'entourer et de faire appel à des spécialistes. Romain Villain, je vous pose la question, mais j'ai une petite idée de la réponse. Alors, moi j'aurais tendance à dire le roi Ézéchiel, parce qu'il faut quand même une sacrée dose d'optimisme. Vous avez bien raison. On passe tout de suite à la première partie, on fait le point sur les obligations qui pèsent et sur les obligations à venir. Alors Franck Vigneault, on commence par le commencement. Quelles obligations aujourd'hui pèsent sur les bailleurs privés et lesquelles pèseront demain? Alors, il y a un calendrier en fait qui résulte de la loi climat et résilience, donc qui date d'août 2021, et qui a tracé en quelque sorte le chemin à parcourir pour tous les propriétaires, d'ailleurs qu'ils soient bailleurs ou occupants, puisqu'il y a des obligations pour les deux catégories. Les premières obligations sont déjà en vigueur. Une des premières qui a eu lieu en août 2022, ça a été l'interdiction d'augmenter les loyers pour les propriétaires bailleurs de logements classés F ou G, donc avec un DPE F ou G. Deuxième obligation qui est intervenue au 1er janvier 2023, c'est l'interdiction de louer les passoires énergétiques, vraiment les pires passoires, ce qu'on appelle les G+. Voilà, donc on est au-delà de 450 kWh par mètre carré par an. C'est le premier couperet. Deuxième couperet, il est déjà annoncé pour 2028, ça va s'appliquer aux logements classés G. Ensuite, on a en 2025, 2028 sont les logements classés F et 2034 les logements classés E. Donc ça, c'est pour les bailleurs. Il y a des obligations aussi pour les propriétaires occupants. Il y en a une notamment à partir qui s'impose depuis le 1er avril de cette année, puisque les propriétaires de maisons individuelles qui veulent vendre ont l'obligation de réaliser un audit énergétique avant vente. Et cet audit va être présenté à l'acheteur. On peut peut-être préciser la différence entre l'audit et le diagnostic. L'audit, ça va plus loin que le diagnostic, ça doit faire des propositions en fait, de travaux. Hein, ouais, alors, il peut y avoir aussi des propositions d'amélioration avec le DPE, mais l'audit, on est vraiment dans les propositions d'amélioration. Donc très concret. Exactement. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Oui, il y a un petit complément aussi dont on n'a pas forcément parlé et qui est plus global, qui va vraiment, qui va dans le même sens que celui de la loi climat et résilience. C'est une directive européenne qui date de mars 2023, donc c'est très très frais, et qui là pour le coup va imposer aux propriétaires qui veulent vendre leurs biens à partir de 2030 de disposer d'un DPE classé E. Et en 2033 d'un DPE classé D. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y aura une décote sur le prix du produit équivalente au montant des travaux effectués pour atteindre ce niveau de DPE. Alors les modalités n'ont pas encore été fixées, mais on voit bien que c'est quelque chose qui concerne tous les logements, tous les propriétaires. Donc pas que les bailleurs privés, mais aussi les propriétaires occupants doivent déjà commencer à s'intéresser à cette question. Romain Villain, on parle de décote, on parle de valeur verte. Est-ce qu'on arrive déjà à la chiffrer, cette valeur verte? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, rénover, c'est évidemment coûteux. Maintenant, ça peut être considéré comme un investissement. Un investissement car on peut, en rénovant son logement, on peut le valoriser. Ces travaux permettent très souvent de réaliser une plus-value ou à minima d'éviter une moins-value. C'est ce qu'on appelle cette fameuse valeur verte. Et justement, on affiche à l'écran une carte de France de la valeur verte qui a été réalisée par vos équipes et qui nous montre en fait la décote moyenne des logements F et G par rapport à des logements D. Exactement. Donc on a dressé
cette cartographie de France avec l'ensemble des régions et cette décote entre FG et D. On constate des écarts de prix qui peuvent aller jusqu'à plus de 20%. C'est le cas notamment en Nouvelle-Aquitaine. Et plus globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les meilleurs plans de rénovation ou réaliser un maximum de valeur verte, ça se trouve à 20-30 km des grandes métropoles où on a un bassin d'emploi qui reste voilà, très dynamique et des axes routiers de qualité. Franck Vigneault, tout part donc du DPE, or son mode de calcul est loin d'être parfait. On a pu le voir avec les différentes évolutions qu'il a pu connaître ces derniers temps. En fait, clairement, on peut le dire, deux diagnostiqueurs peuvent avoir deux diagnostics différents sur le même logement. Alors dans ce cas, j'ai envie de vous demander, mais comment on fait? Si un diagnostiqueur nous met un DPE F, en fait, on a tout intérêt à le faire refaire. Alors ce diagnostic, à la base, il est assez ancien, il date de 2006. Il a été révisé à 2 reprises, la dernière date de juillet 2021. Et la nouveauté, c'est que désormais, c'est un diagnostic qui est opposable, c'est-à-dire qu'il engage la responsabilité du propriétaire, qu'il soit vendeur ou bailleur. Alors, premier point, le tarif du DPE n'est pas réglementé, donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence, premier point, premier conseil. Deuxième conseil très important, soyez certain de faire appel à un diagnostiqueur agréé. Pour ça, il y a une chose très simple, vous avez un annuaire en ligne sur le site du ministère de l'écologie, donc vérifiez bien que vous avez affaire à un professionnel compétent. Ça, c'est vraiment un conseil. Autre point, le nouveau DPE aujourd'hui a pour obligation de détailler les caractéristiques du bien, ses équipements et ses modalités d'occupation, d'utilisation. Il faut savoir que par défaut, il y a certains paramètres qui sont générés par l'outil et qui ne correspondent pas forcément à la réalité du logement. Je vous donne un exemple, il y a un architecte qui a fait construire une maison éco-conçue sans chauffage. Eh bien, l'option absence de chauffage n'était pas prévue dans l'outil et de fait, par défaut, la valeur qui était rentrée dans l'outil pénalisait fortement le logement alors qu'il n'y avait absolument pas de consommation électrique pour le chauffage. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans le détail de la description, dans le détail des paramètres pour être certain que ça correspond vraiment à votre logement. Pour ça, il faut fournir toutes les pièces nécessaires au diagnostiqueur. Si vous avez fait des travaux, indiquez-le, fournissez les devis et précisez réellement la nature des travaux qui ont été entrepris. Donc voilà, n'hésitez pas à challenger un petit peu ces diagnostics et à rentrer dans le détail. Il faut vraiment prendre ce sujet avec beaucoup d'attention. On passe à la seconde partie, on rentre dans le nerf de la guerre. On va parler des travaux et surtout de leur financement. Romain Villain, vous êtes directeur général de Hero, je rappelle, vous accompagnez les propriétaires dans leurs travaux de rénovation énergétique. Du coup, j'ai quelques questions que j'ai envie de vous poser. La première, c'est justement, quelles sont les premières questions, les premières interrogations, les principaux doutes de vos clients lorsqu'ils viennent vous voir? Alors, ces questions dépendent complètement de la situation du projet. On a 2 grandes situations de projet. La première, c'est le propriétaire de logement qui est vraiment dans une démarche de rénovation complète de son logement, soit pour gagner en valeur de son logement, soit pour fortement améliorer la performance énergétique et réaliser des économies d'énergie. C'est notamment, on le voit de plus en plus souvent, le propriétaire bailleur. Et donc là, il va se poser des questions de quels sont les travaux à réaliser, dans quel ordre, combien ça va coûter et quelles sont les différentes solutions de financement pour réduire le reste à charge sur ce plan de travaux. Donc voilà, la grande question qui se pose le plus souvent, c'est par où commencer. Par où commencer? Deuxième situation de propriétaire, c'est cette fois-ci le propriétaire qui a un projet très ciblé. Par exemple, la chaudière vient de tomber en panne et c'est l'occasion d'installer une pompe à chaleur. Et donc là, de manière très ciblée, mais c'est le cas aussi pour l'isolation de la toiture, par exemple. Là, dans ce cas, il va se poser directement la question du financement. Quels sont le montant des aides auxquelles je peux prétendre? Ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie. Et est-ce que mon artisan qui m'a déjà fait un devis, finalement, ils ont un devis des travaux, répond à toutes les conditions pour percevoir ces aides? Et là, Romain Villain, est-ce que ce n'est pas plus une approche par geste qu'une approche de rénovation globale? On a beaucoup parlé de cette recherche d'efficacité des travaux et de la méthode à employer et qu'il est notamment plus important ou en tout cas plus efficace d'avoir une approche globale qu'une approche par geste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça justement? Alors nous, sur le terrain, sur les dossiers qu'on peut accompagner, les propriétaires de logements qu'on accompagne, on est encore très largement sur des rénovations geste par geste. Maintenant, on assiste grâce notamment au calendrier de la loi climat, on assiste à une vraie
tendance de rénovation complète, notamment auprès des bailleurs qui se retrouvent face à l'obligation, là maintenant ou dans quelques temps, de devoir rénover leur logement ou bien de le vendre maintenant. J'ai une Donc, question. oui. J'ai une question qui tue, Romain Villain, pour vous, parce que je suis sûr qu'on vous l'a déjà posée. J'ai un logement G, comment je fais pour passer en D? Alors déjà, la bonne réponse, c'est de réaliser un audit énergétique. C'est cet audit énergétique qui va pouvoir vous donner des recommandations et vous proposer deux plans de rénovation, soit la rénovation globale one shot, soit la rénovation dans le temps, geste par geste. Donc c'est ça le bon conseil, c'est de réaliser cet audit et de savoir quels travaux réaliser et dans quel ordre. Donc ça commence par l'audit, mais pour autant, c'est vrai que des fois, réussir à mettre en place des travaux pour obtenir un saut de classe, c'est parfois compliqué. Franck Vigneault, je me tourne vers vous parce que pour vous, rénover, c'est pas toujours ni possible, ni souhaitable, ni rentable. Dans quel cas, selon vous, il vaut mieux ne pas s'acharner? Alors effectivement, je pense qu'il ne faut pas pratiquer l'acharnement thérapeutique sur certains biens. Clairement, un logement classé F ou G, vous n'en ferez pas un logement classé A ou B. Alors, tout simplement parce que ce n'est pas toujours possible techniquement. Et deuxièmement, vous en avez parlé, c'est quelque chose qui économiquement peut ne pas être du tout souhaitable. Alors, bien évidemment, si vous faites des opérations de rénovation, vous allez consommer moins d'énergie, donc il y aura une économie, ça sera bon pour le climat et ça sera bon pour vos factures. Mais au-delà de ça, on considère qu'il y a un coût de travaux qui est juste disproportionné dès lors qu'il dépasse 50% de la valeur vénale de votre bien. Très concrètement, si vous envisagez d'acheter un T2 à 65 000 € et que vous avez 35 000 € de travaux, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Voilà. Alors, il y a une étude d'ailleurs qui a été faite par France Stratégie, donc qui est un organisme indépendant qui est chargé de conseiller là où le Premier ministre, qui a essayé d'estimer justement le retour sur investissement de ces types de rénovation. Bien, première leçon, c'est que c'est quelque chose qui est rentable sur le long terme. Il ne faut pas espérer avoir un retour sur investissement sur 5 ans, 10 ans. On s'inscrit sur des durées longues, généralement 20 ans, voire plus. Si on vise un DPE, et plus on vise un DPE en fait élevé, performant, plus il faudra attendre. Plus il faut attendre et moins les chances de succès sont élevées. Un exemple, si vous visez un DPE de classe C, bien dans 35% des cas, vous êtes rentable au bout de 20 ans. Si vous visez un DPE de classe B, vous êtes rentable dans 15% au bout de 20 ans. Et si c'est un DPE de classe A, c'est 5% au bout de 20 ans seulement. Donc vous voyez, je pense qu'il faut être raisonnable et avoir surtout l'ambition de ses moyens. C'est quelque chose qui est complexe, coûteux, et ça ne sert à rien de viser trop parce que vous n'êtes pas sûr d'atteindre votre objectif. Romain Villain, je me tourne vers vous. Vos clients qui ont des passoires F ou G, ils visent quoi? Ils visent le D histoire de pouvoir continuer à louer ou à vendre, ou est-ce qu'ils veulent aller encore plus loin? Alors, l'audit énergétique permet d'avoir un plan permettant de viser la lettre C. Maintenant, dans la vraie vie, atteindre déjà la lettre D lorsqu'on est sur une passoire énergétique, donc F et G, est déjà un objectif ambitieux. On affiche à l'écran une infographie des chiffres provenant de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, on décrypte, entre 2014 et 2016, 5,1 millions de maisons ont connu au moins un geste de rénovation. Sur ces 5,1 millions de maisons, seuls 5% ont gagné au moins 2 classes de DPE, 20% ont gagné une classe de DPE, mais alors attention, 75% n'ont pas changé de classe de DPE. Alors on ne sait pas exactement de quelle DPE, de quelle classe de DPE elles partaient à la base, ces maisons, mais quand même, Romain Villain, moi quand je vois ces chiffres, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec Franck Vigneault, il vaut mieux ne pas s'acharner en fait, parce que malgré des plans de travaux, on peut finalement ne pas changer de classe de DPE. Ça, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure. Très clairement, on a encore une grande majorité des incitations à la rénovation qui favorisent le geste par geste. Maintenant, la loi climat permet réellement de favoriser une rénovation complète. Et donc là, on voit qu'avec un budget de 500 à 700 € par mètre carré, on peut viser de sortir de la situation de passoire énergétique et atteindre la lettre D. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et comme l'a dit Franck, tous les logements ne sont pas, n'ont pas une rentabilité à être rénovés. Maintenant, sur les maisons individuelles, on observe que cette rentabilité est généralement atteinte avec un budget sur une surface moyenne de 100 mètres carrés.
on arrive à sortir des situations de passoire énergétique avec un budget de l'ordre de 30 à 35 000 euros. Oui, et donc si je comprends bien, si l'ADEME refaisait cette étude aujourd'hui, les chiffres devraient être meilleurs. Romain Villain, on parle du financement. Comment aborder cette question? Quelle prime aller chercher? Alors, les primes les plus connues sont MaPrimeRénov', qui est une aide d'État, et les certificats d'économie d'énergie, qui reposent sur un écosystème quelque part privé, où des énergéticiens ont une obligation et achètent des certificats d'économie d'énergie correspondant à des projets de travaux. Et chaque travaux a une valeur en économie d'énergie. Et du coup, nous, en accompagnant des propriétaires, on vient présenter ces certificats d'économie d'énergie à des énergéticiens qui nous rachètent et peuvent, en contrepartie, atteindre leur obligation. MaPrimeRénov' est sous le feu des critiques. Il y a beaucoup de propriétaires qui rencontrent des difficultés pour récupérer leurs primes. Romain Villain, quels sont vos conseils pour ces ménages qui ont des difficultés à récupérer leurs primes rénov'? Alors, en effet, en ce moment, les critiques ne manquent pas à l'égard de l'ANA, on le voit depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui Alors, se déjà, passe ces justement? critiques, ces problèmes, comment? Qu'est-ce qui se passe justement avec MaPrimeRénov'? Alors, on observe quatre grandes critiques, hein, quatre grands irritants. Déjà, un problème technique à la création de comptes. Et si le compte du propriétaire n'est pas créé, du coup, on ne peut pas engager les travaux. On ne peut pas démarrer ces travaux. Deuxième critique observée, c'est le retard dans le traitement des dossiers et l'absence de visibilité de l'avancement de ces dossiers. Troisième critique observée, c'est que parfois, le dossier peut être instruit de manière différente selon l'instructeur à l'Agence nationale de l'habitat en charge de valider MaPrimeRénov'. Et enfin, quatrième critique qu'on observe sur le terrain, c'est la difficulté d'avoir un interlocuteur à l'ANA. Donc, malgré tout, voilà, on constate chez Hero une amélioration de la situation depuis le début 2023, le début de l'année. On observe des délais de paiement qui, eux, se sont améliorés. Donc il y a du mieux. Maintenant, Donc il y a du mieux. Mais justement, pour les personnes qui sont toujours aux prises avec ces problèmes-là, quels sont vos conseils du coup? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? alors, pour cela, ils n'ont pas d'autre choix que de solliciter l'ANA pour savoir où en est son dossier, mais très souvent, il s'agit en fait d'une mauvaise synchronisation de l'information. L'ANA pense, attend de la part du propriétaire des correctifs, des pièces justificatives, alors que le propriétaire, lui, pense que son dossier est complet et attend le versement de sa prime. Donc c'est le plus souvent un problème de synchronisation de l'information. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore engagé leurs travaux, le bon conseil, hein, c'est de passer par un mandataire, MaPrimeRénov' tel que Hero, et les ménages peuvent totalement déléguer à ce mandataire la gestion auprès de l'ANA. Donc il suffit de créer son compte sur le site de l'ANA et de déclarer le mandataire et ensuite de déléguer toute la relation à ce mandataire. Et ce, avant d'engager les travaux et surtout avant de signer son devis. Donc se faire accompagner, on en revient à Eugène le scientifique, il vaut mieux être Eugène. Que Rick, la question de la fin. Franck Vigneault, on termine sur un petit match ancien versus neuf. Il y a un peu cette idée de faire un bon coup en rachetant une passoire thermique, en la retapant, en la louant ou en la revendant pour faire une bonne opération. Qu'en est-il selon vous? Je vais vous poser la question aussi juste après Romain Villain. Très rapidement pour terminer, Franck Vigneault. Alors, je vais parler du neuf surtout. Premier point aujourd'hui, quand vous achetez un logement neuf, votre logement fait partie des 5% des logements les plus performants. C'est-à-dire vous avez un DPE de classe A ou de classe B. Ça veut dire pendant 10 ans, 15 ans, déjà vous êtes tranquille au niveau d'éventuels travaux. Dans 10 ans, 15 ans, vous n'aurez pas besoin de faire des travaux de rénovation pour être à niveau, on va dire, si vous voulez revendre votre logement. Deuxième point, vous avez des frais notaires réduits de l'ordre de 2 à 3% versus 7-8% pour l'ancien. Donc déjà, ça fait 5% d'écart. Oui, on dit en fait que le neuf est trop cher aujourd'hui, mais c'est surtout l'ancien qui est trop cher par rapport à sa vraie valeur, parce qu'il y a une espèce de décote verte inhérente au logement ancien. Point suivant, vous achetez un logement aujourd'hui qui bénéficie des dernières avancées technologiques, de confort, etc., qui est très bien isolé phonétiquement. Vous avez de la domotique généralement, avec des volets roulants, etc. Vous avez des éléments de sécurité avec un digicode, un interphone, vous avez des places de stationnement souvent sécurisées au pied de votre logement, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien, hein. Souvent on n'a pas de stationnement.
Vous avez de plus en plus des services partagés, ça peut être un potager, ça peut être une crèche, ça peut être une laverie, donc il y a de plus en plus… Du compost. Du compost, voilà, il y a plein de choses. Oui. Oui, il y a plein de choses. Vous avez des logements qui sont conçus pour répondre au mode de vie actuel, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ancien, hein, on parle souvent des logements haussmanniens. Vous avez possibilité de modifier les plans, si vous êtes suffisamment en amont, hein, vous pouvez modifier les cloisons déplaçables, évidemment, on ne va pas toucher aux structures porteuses, mais vous pouvez vraiment personnaliser votre logement. Vous avez des garanties. La garantie parfait achèvement, la garantie biennale, la décennale. Vous avez surtout l'assurance de payer un bien sans surprise. C'est-à-dire que le prix auquel vous achetez, c'est un prix ferme et définitif, avec toutes les garanties que je viens de citer. Vous n'aurez pas de dépassement de coûts de travaux, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres. Il y a des promoteurs qui ont des difficultés à commercialiser, il faut le reconnaître, le marché est un peu compliqué. Donc il y a des offres, des réductions, des frais de notaire, enfin, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments qui jouent en faveur du neuf et qui visent à réduire aussi l'écart de prix. Pour vous, dans le match neuf versus ancien, on a compris votre réponse. La tranquillité. Romain Villain, pour vous, j'imagine plutôt l'ancien. Et du coup, pareil, quels sont vos arguments Donc, Franck l'a dit, hein, il y a évidemment des avantages à opter pour le neuf. Maintenant, il faut avoir en tête que l'ancien, c'est l'option qui permet généralement d'avoir un logement qui est bien situé, proche des communautés, proche des villes. Et c'est aussi l'option qui permet d'occuper son logement rapidement. Voilà, les délais sont beaucoup plus courts quand on choisit d'investir dans l'ancien. Autre caractéristique qui est quand même non neutre dans ce contexte économique et social, c'est que le prix au mètre carré est nettement plus avantageux du côté de l'ancien versus le neuf. Généralement, on dit que l'écart est de 15 à 20%. Et personnellement, moi, j'ai clairement une préférence pour l'achat de l'ancien et le cachet de l'ancien avec l'optique de le moderniser et la perspective de réaliser une plus-value, cette fameuse valeur verte qu'on a évoquée tout à l'heure. Eh bien, ça sera le mot de la fin. On y revient à la valeur verte. Merci à tous les deux. Merci Romain, merci Franck d'avoir été avec nous. Merci à vous de continuer à nous suivre. Et pour continuer à en apprendre plus sur la rénovation énergétique et son impact sur le patrimoine immobilier des Français, n'oubliez pas de nous suivre sur AGFI Actif sur notre site et à vous abonner à notre magazine. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo.